L'opération Abidjan Ville Propre vise à améliorer la salubrité du district d'Abidjan. Elle a été lancée hier à Yopougon par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été injectés par l'État ivoirien dans cette opération d'urgence qui s'étendra sur quelques semaines. Dans l'actualité également ce soir, le déplacement de la First Lady Dominique Ouattara à Bengourou pour une visite de travail dans la cité royale. La première dame a pris part à un grand rassemblement au stade Henri Konan Bédié avant de faire plusieurs dons au profit des enfants, des jeunes et des femmes. Et puis le gouvernement qui entend mettre de l'ordre en vue de réguler les cautions des maisons à Abidjan. Des cautions jugées trop élevées par bien de locataires. Et bien, l'État s'active à mettre fin à cette situation à travers plusieurs projets, dont celui d'une loi qui pourrait contrôler le secteur. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Une édition avec également au sommaire la page culture, la tradition du samedi. Ce soir, nous prendrons langue avec l'essayiste Traoré Doya Mamadou. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité ?» Si vous voulez connaître la réponse à cette interrogation, alors ne manquez pas la page culture à suivre dans une demi-heure. Dans cette CAN 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice le mardi 20 janvier prochain à 17h GMT au Nuevo Estadio de Malabo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la CAN 2015. Troisième titre de ce 20h, le déplacement de la First Lady Dominique Ouattara à Bengourou pour une visite de travail dans la cité royale. La première dame a pris part à un grand rassemblement au stade Henri Konan Bédié avant de faire plusieurs dons au profit des enfants, des jeunes et des femmes. Le témoignage est signé Viviane Haïm. Mobilisation exceptionnelle de tout l'indénié du Ablin pour recevoir ce jeudi 15 janvier la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis Adzopé, les populations sont sorties massivement, obligeant le cortège de la première dame à faire une escale. Une seconde escale a coupé devant la ferveur des populations de cette localité. Puis une troisième escale a Néassué. C'est à la tombée du jour que le cortège est arrivé à Bengourou. L'état défectueux de la route et des travaux encore inachevés de la nouvelle voie en construction, tous ces facteurs n'ont pas réussi à décourager la détermination de la première dame. De même, les populations d'Abengourou, sorties massivement, demeuraient mobilisées malgré la longue attente et la tombée du jour pour dire Akouaba à la première dame Dominique Ouattara. Autorités administratives, élus, autorités coutumières, cadres, hommes, femmes, ils étaient là, tous pour témoigner leur joie de recevoir la première dame de Côte d'Ivoire. Le vendredi matin, lendemain de son arrivée à Bengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié du Ablin, les rois Nanamboa Kwasi III, roi de l'Indénié, et Agnini Bilé II, roi du Douablin, devaient à leur tour recevoir la première dame de Côte d'Ivoire et lui dire merci pour sa présence dans l'Indénié du Ablin. En signe de respect et de considération, la première dame de Côte d'Ivoire a été reçue à la cour royale de l'Indénié selon toutes les règles de préséance de cette cour royale. Devant toute la cour, la première dame a reçu une insigne distinction du roi Nanamboa Kwasi III. Elle a été intronisée reine-mère du nom de Tanoama, la première reine-mère de l'Indénie. Madame la Présidente, aux côtés de votre époux, vous menez le bon combat, celui de la lutte contre la pauvreté au niveau de vos sœurs. Aucun secteur d'activité de notre pays n'échappe à votre générosité légendaire. Soyez en remerciés et que Dieu mette de toutes choses, guide vos pas dans vos entreprises pour le bonheur des Ivoiriens. Dans l'imagerie populaire des Indiens, nous disons que derrière un grand roi se trouve une grand-mère. Madame la Présidente, vous êtes une grande dame derrière un grand homme. En votre qualité de premier soutien et de première conseillère discrète de votre cher époux, tout comme la reine-mère aux côtés du roi, Sa Majesté Nanamboa Kwasi III vous prie d'accepter au nom du royaume de l'Indénié le nom de Tano Ama, première reine-mère qui a contribué à la création, à l'épanouissement et au rayonnement du royaume qui a le grand plaisir de vous accueillir ce jour. Veuillez accepter les attributs qui accompagnent votre nouveau nom.
Désormais reine-mère de l'Indénié, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un tour d'honneur paré de ses attributs royaux. Son porte-parole a traduit au roi et à sa cour toute sa gratitude. Un échange de cadeaux a couronné cette cérémonie. La cour royale de l'Indénié a offert à sa reine-mère Tanoama plusieurs cadeaux, dont un siège royal et les attributs qui l'accompagnent, ainsi que 2 tableaux d'art. La reine-mère, de son côté, a offert une enveloppe de 4 millions de francs destinée aux notables de la cour royale de l'Indénié et du Djoablin et aux femmes commians de la cour royale de l'Indénié. Cette cérémonie terminée, toute la cour royale de l'Indénié, avec en tête les rois Nanamboa Kwasi III et Agnini Bilé II du Djoablin, devait se rendre au stade Henri Konan Bédié pour la grande rencontre que devait avoir la première dame de Côte d'Ivoire avec les femmes et l'ensemble des populations de l'Indénié Djoablin. Toujours à Bengourou donc, la première dame a eu une grande rencontre avec les femmes de la région de l'Indénié Djoablin. 1500 d'entre elles ont reçu des chèques du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a aussi fait un important don de matériel d'une valeur de 336 millions de francs CFA. On retrouve Viviane Aïmen. Les femmes sont venues de tout l'Indénié et de tout le Djoablin pour participer à cette grande rencontre avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La rencontre a eu pour cadre le stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, devenu étroit pour la circonstance. Même si les femmes étaient les premières concernées, les hommes ont également répondu présents. Les plus illustres fils de l'Indénié et du Djoablin, les rois Nanamboa Kwasi III et Agnini Bilé II, ainsi que les élus et cadres de la région, ont pris part à cette rencontre. L'occasion était toute trouvée pour transmettre au président de la République le soutien de l'Indénié Djoablin et lui soumettre quelques doléances des plus urgentes. Madame la Présidente, les populations par ma voix vous demandent de traduire au chef de l'État notre infinie gratitude pour tous les projets en cours dans notre région, notamment la belle route qui est en cours de réhabilitation entre Adzopé, Abangourou et Agnibelekro. Madame la Présidente, merci de traduire à votre illustre époux la reconnaissance infinie de ces populations pour avoir levé l'équivoque en confirmant dans son adresse à la nation la création de l'université d'Abangourou. Qui mieux que vous, Madame, peut traduire au chef de l'État ces sentiments de reconnaissance et de gratitude? Madame la Présidente, nous vous souhaitons encore une fois à Akouaba. Vous êtes chez vous. Nous n'avons pas besoin de vous donner la clé de la ville. Je voudrais confier un message à Madame la Première Dame. Les populations de l'Indénié Djoablin, avec à leur tête Sa Majesté Nana Boakwasi III, Sa Majesté Nana Agnini Bilé II, voudraient par ma voix réitérer une doléance. C'est d'abord et avant tout souhaiter la visite prochaine du président de la République dans la région Indénié Djoablin. Madame la Première Dame, les populations de l'Indénié Djoablin vous demandent de bien vouloir dire à votre époux, donc, président de la République, qu'elle brûle donc d'impatience pour le recevoir, afin de lui traduire toute leur reconnaissance et leur gratitude pour les grands chantiers de développement ouverts tous azimuts en Côte d'Ivoire et singulièrement dans notre région. Mais en attendant de le recevoir, je voudrais vous demander de bien vouloir lui dire que les populations de la région Indénié Djoablin, dans leur très grande majorité, soutiennent l'appel de Daoukro, lancé par son aîné Henri Konan Bédié. Elles sont déjà en ordre de bataille pour lui assurer une victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2015. La porte-parole des femmes de l'Indénié Djoablin, l'honorable Kua Marguerite, épouse Tano, a traduit à la Première Dame la reconnaissance et l'estime des femmes de toute cette région pour les nombreux actes de solidarité et de générosité qu'elle a déjà eu à poser à leur endroit. Vos sœurs et filles de l'Indénié Djoablin
par ma modeste voix, vous disent qu'elles sont fières de vous, fières de votre engagement, fières de votre combat pour leur émancipation, fiers de votre implication dans le processus de leur autonomisation. Mieux, fiers de votre amour et vos œuvres en faveur de l'enfant. Cette fois encore, pour cette nouvelle visite dans l'indénié Djuablin, la première dame est venue avec de nombreux dons destinés aux différents groupements de femmes à vocation productive et commerciale, également du matériel pour les lycées et collèges, les cantines scolaires, les maternités, les centres de protection de la petite enfance et pour les femmes handicapées physiques. Plus 6 400 000 francs en espèces destinés aux différents groupes participants à la cérémonie, soit une donation totale d'une valeur de 336 400 000 francs. Mais ce n'était pas encore fini. 1500 femmes de la région, souscriptrices au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ont reçu leur chèque. La première dame promotrice de ce microcrédit, destiné à aider ses sœurs démunies à entreprendre des activités génératrices de revenus et à se prendre en charge, a exhorté les femmes de l'indénié Djuablin qui hésitent encore à souscrire au FAFSI. Aujourd'hui, ce sont plus de 1500 femmes qui vont bénéficier de la deuxième tranche de 150 millions que nous avons débloquée. L'enveloppe globale du FAFSI, à ce jour, sera donc de 200 millions pour la région de l'indénié Djuablin et profitera à 2000 femmes au total. Et vous bénéficierez tout aussi gratuitement d'une formation en gestion de projet. Et c'est sur cette note rassurante qu'elle a clos ses propos. Chère Majesté, chère notabilité et cadres de la région de l'indénié Djuablin, chers frères et sœurs, merci pour cette magnifique cérémonie, merci pour la chaleur de votre accueil. J'ai bien entendu votre doléance concernant la venue de mon cher époux et j'ai le plaisir de vous annoncer sa prochaine visite d'État dans votre belle cité. Il m'a demandé de transmettre cette bonne nouvelle à toute la population. Plaisir de se retrouver et d'être ensemble, la première dame et ses sœurs de l'indénié Djuablin ont donné libre cours à leur joie. L'opération Abidjan-Ville propre vise à améliorer la salubrité du district d'Abidjan. Elle a été lancée hier à Yopougon par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été injectés par l'État dans cette opération d'urgence qui s'étendra sur quelques semaines. Les précisions du Garvé Blé. Un constat qui peut se faire aujourd'hui aisément. Le district d'Abidjan connaît un état d'insalubrité qui est préjudiciable à son image touristique, à son économie et à la santé de sa population. C'est une bonne chose de nettoyer des rues qui sont sales comme ça. Comme ça, il y a beaucoup de maladies qui viennent. Après ça, à la santé derrière. Pour un environnement sain et équilibré dans le district autonome d'Abidjan, le gouvernement a en effet décidé de lancer l'opération Abidjan Ville propre. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de mettre immédiatement à la disposition du ministère de l'Environnement une somme de 2,2 milliards de francs CFA à l'effet de ramener en quelques semaines la salubrité du district autonome d'Abidjan à un niveau acceptable et satisfaisant. Cette opération spéciale a pour objectif de procéder sur tout le territoire du district autonome d'Abidjan au balayage des voies et des places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement et au transport des ordures ménagères et à leur mise en décharge. Pendant les 5 semaines que va durer l'opération, il sera également procédé au déguerpissement des occupations anarchiques et insalubres, des emprises des voies publiques, au rachat des sachets plastiques pour leur recyclage et à la sensibilisation des populations. Comme le constatons tous, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, le gouvernement est au travail dans tous les secteurs d'activité et cette tendance doit être maintenue et même accentuée pour soutenir une croissance économique forte, durable et inclusive, pour une prospérité partagée
et pour le bonheur de toutes les populations ivoiriennes. 1 300 000 tonnes de déchets solides ménagers sont produits par an dans le district d'Abidjan. Pour leur bonne gestion et surtout pour soutenir le gouvernement dans sa volonté de leur éviter nuisances et pollutions, les populations sont invitées à plus d'engagement dans la préservation de l'environnement. La paix et la réconciliation au cœur d'un rendez-vous d'échange dans la région du Sud Comoé. Invité de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité les fils et filles de la région à privilégier la cohésion sociale et la solidarité, seul gage du développement régional. Patricia Oumouetia. Leur opinion politique les avait divisés hier, le développement les unit aujourd'hui. Les fils et filles de la région du Sud Comoé au sud-est de la Côte d'Ivoire chantent en unisson pour relever les défis du développement. Cette fois, les cadres ont décidé de parler d'une seule voix, dans l'intérêt des populations. Leur initiative est soutenue par toutes les communautés vivant dans la région et surtout par les chefs traditionnels et les guides religieux. Des leaders de communautés qui ont exhorté le Tout-Puissant et les mânes afin que périsse la graine de la division. Pour les initiateurs de cette journée de paix et de réconciliation, seule l'union et la solidarité pourront consolider les acquis du développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est au prix de la réconciliation que nous atteindrons l'émergence recherchée. Abassou soutient aussi cette initiative, parce que nous ne voulons pas rater le train de l'émergence. Se donner la main pour travailler ensemble est une réalité, mais une réalité que nous avons bâtie tous les jours, que nous allons conforter à travers la bonne volonté des uns et des autres. La région contient suffisamment de potentialités et donc pour que ces potentialités soient mises en commun, il faut forcément aller à la réconciliation. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité fait fils de la région sous le nom Nana Animblé II. Salue l'esprit de fraternité qui règne désormais entre les cadres de cette région. Ahmed Bakayoko les invite à lutter pour l'intérêt des populations. Beaucoup de grandes régions sont pénalisées parce qu'elles ont malheureusement ou heureusement trop de cadres qui ne s'entendent pas. Et quand les cadres ne s'entendent pas, c'est un frein pour la région. Il faut dépasser ses propres ambitions. Il faut dépasser toutes les considérations et voir l'intérêt de la région. Que les crises de leadership, que les batailles de leadership ne se fassent pas au détriment des populations. On n'est plus rien, on n'est plus un leader si on n'est pas au service des populations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a profité de son passage pour faire des dons au nom du président de la République. Il s'agit de 3 véhicules, dont 1 à la police et 2 au corps préfectoral et du matériel informatique à plusieurs structures publiques. À cela s'ajoute la construction d'une salle multimédia et la mise en place d'un fonds de 5 millions de francs CFA pour la prise en charge des jeunes et des femmes. Ce rassemblement dans le Sud Comoé a aussi été une aubaine pour évoquer l'appel de Daoukro, un appel qui, semble-t-il, est approuvé par bien d'habitants de la région. Aussi, la réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle a été évoquée. Patricia Oumouetia. La journée de paix et de réconciliation des fils et filles de la région du Sud Comoé a été l'occasion pour la population d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement engagées dans leur région. Jeunes, adultes, autorités coutumières et religieuses, tous se sont mobilisés pour traduire leur soutien au chef de l'État pour relever les nouveaux défis. Les cadres et les populations du Sud Comoé disent oui à l'appel de Daoukro. Ils s'engagent tous à faire de cet appel une réalité pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. L'appel de Daoukro est à 100% intégré dans le Sud Comoé. Donc nous l'avons perçu et nous y adhérons totalement. Mobiliser toutes les énergies et donner une chance supplémentaire à cette bonne politique de développement que le président Alassane Ouattara a initié. Donc nous sommes dans cette logique. À l'appel de Daoukro, il faut que nous soyons unis pour que nous demandons le développement du Sud Comoé. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a commenté et présenté les avantages de cette décision du président Henri Konan Bédié, qui pour lui est un appel de la raison. Si le travail qui est fait est bon, il faut laisser ce travail-là s'établir durablement pour que chacun de vous puisse en ressentir le bénéfice. Même si vous n'avez pas encore personnellement eu les retombées,
du travail qui est fait, mais vous voyez la direction. Vous voyez que les choses vont mieux et que le bonheur aussi arrive devant chez vous. Il faut protéger, il faut défendre l'appel de Daougro. Il a terminé son adresse en invitant les chefs traditionnels à la patience, car la Chambre des rois et chefs traditionnels sera installée avant la fin du premier trimestre 2015 avec un budget d'environ 4,5 milliards de francs CFA. Aux jeunes, le ministre demande de se mettre au travail pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a également assuré les jeunes de ce que le président de la République mettra tout en œuvre pour réduire le taux de chômage, car cette année 2015 est consacrée à l'emploi jeune. Le 2 janvier dernier, la coordination des instituteurs adjoints de Côte d'Ivoire, CIACI, déposait un préavis de grève auprès du ministère de la fonction publique. Les revendications de ce syndicat portaient entre autres sur la suppression du corps d'instituteurs adjoints. À l'issue des discussions avec le gouvernement, la CIACI a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève prévu pour le 19 et 20 janvier prochain. Je vous propose un extrait de leur déclaration. Le vendredi 26 décembre 2014, l'Assemblée générale de la coordination des instituteurs adjoints CIACI ordonnait au Bureau exécutif national de déposer un préavis de grève relatif à la situation des instituteurs adjoints auprès du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Après le dépôt de ce préavis, plusieurs rencontres ont eu lieu. Le lundi 12 janvier 2015, le cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a reçu le bureau exécutif national. Le mardi 13 janvier 2015, ce fut le tour du ministère de la fonction publique. Des discussions fructueuses engagées au cours de ces rencontres est ressorti ce qui suit. Et la prise en compte de 473 instituteurs adjoints admis au précédent concours de CAP fonction publique. 2. La mise en place d'un comité technique composé de la CIACI et les membres du cabinet de l'éducation nationale pour le règlement de la situation des 16 000 instituteurs adjoints en vue de leur promotion au corps des instituteurs ordinaires. 3. L'annulation du concours d'accès au cycle de formation des instituteurs CAP fonction publique. La suppression du corps des instituteurs adjoints. En vue de permettre au comité technique de travailler dans un climat de sérénité et de paix, la coordination des instituteurs adjoints s'est réunie ce samedi 7 janvier 2015 à Yamoussoukro et a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève prévu pour les 19 et 20 janvier 2015. Fait à Yamoussoukro le 17 janvier 2015. Le gouvernement entend mettre de l'ordre en vue de réguler les cautions des maisons à Abidjan. Des cautions jugées trop élevées par bien de locataires. Et bien l'État s'active à mettre fin à cette situation à travers plusieurs projets, dont celui d'une loi qui pourrait contrôler le secteur. Précision. Depuis quelque temps, l'on assiste à l'accroissement du phénomène de caution élevée de maisons par des propriétaires. Cette pratique existe à Abidjan et dans certaines grandes villes du pays. Ces propriétaires de maisons profitent de la forte demande pour fixer des cautions exorbitantes dans l'anarchie, sans même respecter les réglementaires en la matière. 8 mois de caution et voire plus, hormis les mois d'avance. Cette situation désempare et inquiète les populations. 8 mois, 10 mois, à ce moment-là, où allons-nous? Tu n'as pas 8 mois, tu n'as pas 10 mois, tu n'as pas 7 mois. Est-ce que tu peux gagner une maison? Face à cette préoccupation, l'État de Côte d'Ivoire agit pour améliorer les conditions de vie des populations. Pas normal qu'un promoteur immobilier ou même qu'un propriétaire d'un immeuble, n'est-ce pas, fixe des cautions aussi élevées. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien a initié 2 choses essentielles. La première chose, c'est d'abord le programme national de logements sociaux. Il est bon de comprendre, il est bon de retenir que lorsque nous allons atteindre notre rythme de croisière et lorsque nous allons atteindre la production massive de logements sociaux, bien évidemment, le coût des loyers va baisser. La deuxième chose qui est importante que le gouvernement a initiée, c'est de légiférer. C'est-à-dire que nous avons préparé un projet de loi, n'est-ce pas, sur le bail à usage d'habitation. Ce projet de loi qui va certainement passer à l'Assemblée nationale sous peu est très clair. L'État
décide que dorénavant, les cautions et les loyers, y compris, ne dépasseront pas 3 mois. Bientôt, les actions gouvernementales apporteront aux populations ivoiriennes des conditions de vie meilleures. C'est un reportage d'Éric Goré. L'artiste et chanteuse Tanti Oussou, ex-présidente du conseil d'administration du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, exprime sa reconnaissance envers le chef de l'État, reconnaissance pour la prise en charge de ses soins médicaux. La chanteuse l'a exprimé au cours d'une conférence de presse mercredi à son domicile. Jean-Luc Bangbo, Patricia Oumouetia. Elle avait disparu de la scène musicale depuis plusieurs mois. Tanti Oussou était malade. Elle avait presque perdu la vue. Aujourd'hui, l'ex-présidente du conseil d'administration du Burida est guérie. Mieux, elle revit grâce à l'aide du président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris en charge ses soins médicaux. Un acte de générosité que Tanti Oussou clame haut et fort devant les journalistes. J'ai été aveugle pendant 2 ans. Je suis restée enfermée dans la maison. Je vais prendre les Ivoiriens en témoin, ce que le président Alassane a fait pour moi. Très vite, la conférence se transforme en un hommage à son bienfaiteur. Profondément ému, Tanti Oussou associe toute sa famille à cet acte de gratitude. Ce qu'il m'a fait, c'est plus que milliard. Il m'a sauvé la vie. Il m'a guéri. Je lui dis merci. Du fond du cœur. Ma famille lui dit merci, mes enfants lui disent merci. L'SPCA a choisi aussi ce moment pour lancer un appel à ses pairs exilés et solliciter au nom des quelques 4000 artistes de Côte d'Ivoire une audience auprès du chef de l'État. Ceci en vue de lui témoigner reconnaissance pour ses nombreuses actions sociales, mais aussi pour lui présenter les vœux du nouvel an. Les artistes qui sont à l'extérieur, je leur demande de rentrer. Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes des artistes. C'est au début des années 90 que Tanti Oussou se révèle au ménomane ivoirien, notamment avec son titre à succès, Aoublé. Bienvenue dans la page culture, l'Afrique de tous les contrastes, un continent riche en ressources mais qui demeure très pauvre, souvent exposé aux pandémies et aux calamités. À travers un essai littéraire, le colonel administrateur Mamadou Douya Traoré vient de mettre sur le marché un ouvrage de 217 pages intitulé « L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité ?» Une invitation à une prise de conscience des Africains pour une exploitation efficiente de nos ressources afin de produire la richesse. Avant d'échanger avec notre invité, suivons ce compte-rendu de Félix Amani et Victorine Niao-Yobwe. Une Afrique belle, entourée de ses multiples richesses, pourtant en pleurs. Un paradoxe. C'est ce paradoxe que Mamadou Douya Traoré, colonel et administrateur des services financiers de classe exceptionnelle, a voulu établir à travers un essai intitulé « L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité ?» Un ouvrage de 217 pages qui fait l'apologie des potentialités énormes du continent qui jusque-là n'en profite pas. Ce grand continent peut-il inverser cette tendance? L'auteur pense que oui. Il propose même des pistes de solutions. Réaction très positive du public venue à la dédicace de l'œuvre. La chose que j'ai pu retenir pour cette édition, c'est que l'Afrique a besoin de se lever. On a besoin de prendre conscience qu'il faut se développer, qu'il faut travailler. Voilà, ne pas compter seulement que sur l'extérieur. Il a notamment parlé de la fuite des cerveaux, des richesses de l'Afrique, les différents coups d'État et autres. Voilà, entre autres, ce que nous avons pu retenir. Mamadou Douya Traoré invite les gouvernants et les différentes couches sociales à s'inspirer de cette œuvre en vue de contribuer désormais, chacun à son niveau, au rayonnement de l'Afrique. Mamadou Douya Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Derassoua. Première question, qu'est-ce que vous recherchez à travers la rédaction de ce livre? Je recherche une seule chose, la prise de conscience des Africains. Et d'une façon générale, je lance un appel de prise de conscience individuelle et collective à l'ensemble des Africains, et particulièrement à la classe intellectuelle,
et ensuite à tous ceux qui sont détenteurs d'une parcelle de pouvoir, pour qu'ils réalisent que leur destin est dans leurs mains et que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités naturelles et même humaines, et que seule la volonté des Africains transformeront cette Afrique. Alors, comment l'Afrique est-elle passée de berceau à fardeau de l'humanité, comme vous essayez de le décrire dans la première partie de cet ouvrage? Évidemment, comment on en est arrivé là? Évidemment, des preuves génétiques démontrent que l'espace qu'est le continent africain est le premier espace où a vécu l'homme le plus ancien. D'ailleurs, les archéologues et les paléontologues le démontrent à travers leurs recherches, et ils sont arrivés à la conclusion que c'est le seul endroit au monde où a vécu l'homme le plus ancien. Et ceci il y a 190 000 ans. Et je peux indiquer que c'est là est née les premières civilisations, les premières sciences, les premières croyances religieuses allant du polythéisme au monothéisme. Et donc, c'était peuple de multiples couleurs avec toutes les diversités d'ethnies. Et cette Afrique a été évidemment reconnue par les scientifiques comme étant le berceau de l'humanité. Et comment est-on passé à fardeau de l'humanité? Naturellement, fardeau de l'humanité avec point d'interrogation. Tout simplement parce que nous assistons aujourd'hui à une Afrique qui inquiète, une Afrique de misère, une Afrique de toutes les inquiétudes, des conflits, des génocides, des guerres, de toutes les pandémies, de toutes les calamités. Vous voyez à nos portes le virus Ebola, il y avait le sida, vous voyez sur le plan religieux, Boko Haram, à Sardine, bien d'autres, la famine, et tout ceci constitue des fardeaux. On a même l'impression que le reste de l'humanité est obligé de nous soutenir face à ce fardeau qui constitue un poids. Un tableau assez sombre. Comment expliquer ce sous-développement du continent africain quand on sait qu'il regorge d'énormes potentialités, d'énormes atouts? Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de littérature sur le développement de l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup d'essais, mais je vais indiquer que je fais ressortir, il y a deux aspects. Des aspects exogènes et des aspects endogènes. Exogènes, il faut d'abord reconnaître que l'Afrique, le continent africain, a connu l'esclavage, a connu la colonisation, qui ont été des facteurs pesants et qui ont été des obstacles. Parce que l'ensemble des forces de production des Africains ont été déportées et ont servi de production de richesses ailleurs sur d'autres continents. Et il faut reconnaître également que même les indépendances ont été pour la plupart des indépendances mal négociées, qui pour la plupart ont connu des tracés des États qui n'ont pas toujours été des États viables, parce que des peuples ont été séparés, n'ayant pas réussi véritablement à créer des nations, mais plutôt des États qui sont confrontés généralement à des conflits, à des malentendus, à des religions qui naissent de partout. Et donc, cette Afrique-là a connu beaucoup de difficultés et continue, puisqu'elle a subi l'influence de la colonisation. Les colonisateurs continuent dans leur position de maître. Vous connaissez l'histoire de la dialectique du maître et de l'esclave, et qui continuent de croire qu'ils doivent toujours avoir la même mise sur cette Afrique-là. Mais en réalité, les causes endogènes, c'est les Africains eux-mêmes qui n'ont pas encore compris qu'ils peuvent se prendre en charge et qu'ils peuvent assurer leur destin et s'affranchir véritablement. Et dans la préface de ce livre qui est signé Koné Dosongué, un ancien ministre et aujourd'hui homme d'affaires, il dit dans cette préface: l'Afrique de demain sera le produit de la volonté de ses fils. Il est indispensable pour cela qu'émerge une race de dirigeants faisant montre de grandes visions et d'une volonté politique acharnée. Leur principale motivation devra être le développement, la croissance et la prospérité. Comme lui, pensez-vous aussi que notre continent est en mal de grands dirigeants? Je pense d'abord qu'il faut préciser que c'est cette personnalité qui a accepté de m'accompagner, de voyager avec moi de cette aventure. C'est tout simplement parce qu'elle partage la même vision que moi. Et évidemment, je pense comme lui que l'Afrique doit repenser l'Afrique. Et les cadres africains doivent repenser la vision qu'ils veulent donner à cette Afrique-là. L'Afrique est en mal de dirigeants. Et c'est une réalité. Vous comprenez, je l'ai indiqué, qu'il y a un certain nombre de facteurs mis ensemble. La combinaison de ces facteurs-là peut permettre de propulser le développement de l'Afrique.
Il s'agit premièrement, d'abord, il faut reconnaître que notre sous-sol est extrêmement riche. D'ailleurs, toutes les statistiques démontrent aujourd'hui que l'Afrique a pratiquement les 30% des richesses de ce monde au plan des ressources naturelles. Mais à côté de cela, il faut que les Africains s'adonnent au savoir et à la recherche de la connaissance. Mais surtout, il faut que les Africains se mettent au travail. Mais l'élément que vous touchez, qui me paraît le plus important, c'est la gouvernance. Donc, il y a un véritable problème de gouvernance. Et donc, des personnes qui n'exercent pas véritablement cette gouvernance pour permettre à l'Afrique de véritablement décoller dans le cadre de la dynamique de développement. On aura certainement l'occasion d'avoir d'autres plateaux pour plancher de fond en comble sur la gouvernance. Dernière chose, M. Mamadou Douya Traoré, est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique est le continent de l'espoir et de l'avenir de l'humanité? J'ai véritablement l'espoir. Je suis un afro-optimiste. D'ailleurs, vous voyez le symbolisme du vert. Le vert, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Et vous voyez toutes les richesses qui gravitent sur le territoire ivoirien africain. Le symbole Afrique est suffisamment riche. C'est les autres. En réalité, le reste du monde, ils ont besoin du sous-sol africain. Mais nous, Africains, nous avions besoin de nous. Et c'est nous qui allons transformer notre continent. Et ce destin, c'est nous qui allons nous battre à le destiner. Nous en sommes capables. Nous avions les moyens, nous avions les connaissances, nous avions le savoir. Et nous pouvions nous mettre au travail parce que nous ne travaillons pas suffisamment. Si nous travaillons, nous réussirons. Si nous exerçons la bonne gouvernance, il n'y a pas de raison que l'Afrique soit le continent de l'avenir et le continent de l'espoir et le continent de demain. Merci beaucoup à vous, M. Mamadou Douya Traoré. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité? Point d'interrogation. Un ouvrage à découvrir de l'Harmattan, Côte d'Ivoire. Pour terminer, mesdames et messieurs, revenons en bref sur cette information. La CAN 2015 a bel et bien démarré aujourd'hui avec une cérémonie d'ouverture qui a été suivie de première opposition de la compétition. Le pays organisateur à la Guinée équatoriale recevait le Congo et les deux équipes ont coupé la poire en deux et se sont séparés sur un score de 1 but partout. Ensuite, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang l'a emporté sur le Burkina Faso d'Alain Traoré. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.